Je suis le fondateur de Chrysocode, qui est un cabinet de conseil et d'expertise. Nous sommes spécialisés dans la qualité logicielle, étendue à toute la chaîne de production logicielle, depuis la qualification des profils techniques jusqu'aux profils techniques ou pas, au métier également, jusqu'au, notamment dans un contexte Scrum, jusqu'au processus de versionnage et de livraison, en passant par l'ingénierie des exigences, des tests et du code. Et finalement, nous nous donnons comme mission de simplifier la technicité des logiciels pour les réduire à l'essentiel étant ce qui leur apporte véritablement une valeur et une durabilité. Alors, nous avons un credo qui est que nous sommes convaincus qu'un logiciel pensé pour être utile doit aussi être un produit fiable et bien construit, conçu pour absorber le changement continuellement, pour être livré à volonté en toute sérénité et pour durer sans douleur tant qu'il rencontre sa cible. Donc, comme je vous disais, nous allons parler des frameworks sur fond de transformation. Et si je parle plus particulièrement de transformation des tests, parce qu'en fait, je pense que la partie dévolue au test dans un processus, dans une conduite du changement agile est largement sous-estimée généralement. Et s'il faut parler de transformation des tests, eh bien, c'est parce qu'il faut passer d'un processus séquentiel et linéaire où les tests arrivent à la fin à un processus itératif et incrémental où les tests sont omniprésents et ce dès le début. Il faut aussi passer d'une organisation en silo à la transversalité, à la collaboration continue entre les acteurs. Et bien évidemment, cela n'arrive pas par magie. Les tests occupent une grande part dans la qualité logicielle et donc ils sont un domaine vraiment de premier ordre dont il faut se préoccuper dans tout dispositif de transformation. Et pour moi, une prise de maturité, ça passe par la révolution des méthodes d'ingénierie. Les rituels, les cérémonies dans la conduite du changement ne sont finalement que symptomatiques. Il n'y a pas d'agilité sans excellence ingénierique. Et si je parle d'excellence ingénierique et non pas d'excellence technique, c'est bien parce que je considère que le génie logiciel n'est pas juste une technique ou un coup à prendre pour faire un truc, mais c'est bel et bien une discipline et un savoir-faire exigeant avec une pluralité de métiers qui méritent d'être enfin connus et reconnus. Donc nous allons parler de framework d'automatisation de tests. Alors, bien sûr, précisons, pour commencer, qu'est-ce qu'un framework d'automatisation de tests? Alors, pour ceux qui ont des certifications à l'ISTQB ou qui s'y intéressent, la notion de framework d'automatisation de tests fait partie du syllabus de niveau avancé en automatisation de tests et ingénierie. Le framework d'automatisation de test fait partie d'une architecture d'automatisation de test et une architecture et un framework d'automatisation de test dans ce syllabus font partie d'une stratégie d'automatisation de test. Donc, c'est ce qui vient immédiatement après la politique, l'élément de plus haut niveau. Ensuite, on a la stratégie, le framework et l'architecture en font partie. Un framework d'automatisation de test, je le définis personnellement comme étant un cadre de travail méthodologique pour mener des projets de développement de tests automatisés et qui se différencie par un parti pris dans la manière d'automatiser les tests. Alors, il y a des éléments qui sont vraiment très importants dans ce que je viens de dire. Je parle bien de méthode, de framework méthodologique, donc avec des bonnes pratiques notamment, par opposition à des frameworks techniques qui, eux, peuvent être des moyens industrialisés d'arriver à une fin. C'est un peu comme si on comparait Scrum, en fait, par rapport à un outil, finalement, comme Jira, par exemple. Vous voyez, sur Scrum, on est sur des aspects méthodologiques. Avec Jira, on a un outil qui permet
de gérer un backlog. Donc voilà, on est sur ce même ordre de différence. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler de frameworks méthodologiques. Quand je vous parle de frameworks d'automatisation de test, ce sont des frameworks méthodologiques que nous allons passer en revue, à ne pas confondre bien évidemment avec tout ce qui est bibliothèque de test aussi. C'est pour ça que les bonnes pratiques font partie de ce que j'appelle les frameworks d'automatisation de test. Un framework d'automatisation de test, c'est aussi ce qui permet de faire des choix concernant une ou des couches d'abstraction dans l'automatisation des tests. Et ces couches d'abstraction, c'est ce qui va permettre de gérer la réutilisabilité et la maintenabilité des tests. Donc, c'est dire comme le fait de choisir le bon framework est vraiment important. Alors, ce soir, quand je vous disais qu'il y en avait 9, voici un petit peu la route qui se dessine à nous. Elle n'est pas exhaustive, cette liste. Nous allons nous concentrer sur les frameworks que l'on rencontre dans l'automatisation des tests fonctionnels d'IHM, d'interface utilisateur. N'est pas exhaustive. À ce jour, je comptabilise 16 frameworks d'automatisation de tests, mais pour les tests d'interface utilisateur, ce sont vraiment ces 9-là qui sont les plus importants. D'où mon focus. Alors, quand on parle d'automatisation de test, c'est aussi intéressant de savoir d'où on part. Bien souvent, on a des cas de test qui sont déjà manuels. La structure classique d'un cas de test manuel, c'est une liste de couples action-résultat, sachant que pour chaque action, on va vérifier que le résultat attendu est bien obtenu. Et finalement, mentalement, vous pourrez faire la mise en correspondance entre chaque framework et un cas de test manuel selon cette structure. Mais vous verrez que une fois automatisé, le cas de test manuel ne ressemble plus du tout à ce qu'il était. Et ça correspond effectivement au parti pris lié au framework d'automatisation de test. Alors commençons par le premier framework. Donc, le premier framework, c'est celui par script linéaire, en anglais Linear Scripting Framework. C'est le plus basique. Alors, en quoi il consiste ce framework? Eh bien, d'abord, on enregistre une première fois le déroulement manuel d'un script manuel de test, puis on rejoue automatiquement et à l'identique la séquence des interactions machine qui a été précédemment enregistrée. Par les manipulations de l'opérateur humain. On appelle aussi ce framework Record and Playback ou Record and Replay. En termes de résultats, qu'est-ce qu'on obtient au niveau des tests automatisés? Eh bien, on a des données et un code qui sont fusionnés. Il n'y a pas de scénario explicite. L'enregistreur de test s'est contenté de transcrire finalement sous forme de ligne de code ce qui s'est produit pendant l'enregistrement. Il n'y a aucune couche d'abstraction. Alors c'est un framework qui mérite quand même d'être cité parce que on peut avoir un intérêt à l'utiliser en l'absence de compétences en programmation et en automatisation. On est au plus proche de ce qu'on faisait déjà avec les tests manuels. Ça permet éventuellement aussi de produire rapidement un filet d'anti-régression sur des parties d'un logiciel qui n'évoluent plus, mais qui pourraient subir des régressions distantes, donc sur des parties non modifiées. Alors, l'enregistreur des interactions, c'est une fonctionnalité qu'on retrouve dans plusieurs technologies. Voilà, j'en ai fait une liste, elle n'est pas forcément exhaustive non plus. La plus connue, c'est peut-être Selenium IDE, qui lui, pour le coup, est uniquement un enregistreur qui produit des lignes de code en Java. Alors, si on devait adopter quelque chose de mieux que simplement un Selenium IDE ou un enregistreur, eh bien, moi, je pencherais plutôt pour une solution no-code et Agilitest en est une bonne illustration. Passons au deuxième framework de test, qui est le framework de test modulaire. Celui-ci, il est un peu moins basique. On commence à toucher un peu au code.
En anglais, il s'appelle le Modular Based Testing Framework. Alors, en quoi ça consiste? Donc, dans ce schéma, en fait, vous avez une application à tester. Elle est architecturée en différents modules. J'en ai modélisé 3. Donc, il s'agit d'abord d'identifier les modules d'après des thèmes macro-fonctionnels du logiciel. Ces modules-là, en fait, ce sont ceux qui sont présents dans l'architecture. Et ensuite, on développe des scripts de tests automatisés regroupés d'après ces fameux modules fonctionnels. Donc, en fait, les scripts de test sont isolés en fonction des modules de l'architecture. Par la suite, fort de ces premiers scripts de test par module, on peut réaliser des scripts chapeaux, des scripts de test intermodulaires qui sont composés à partir des scripts modulaires. Avec ce framework, les données et le code sont toujours fusionnés. Il n'y a pas de scénario explicite non plus. Par contre, si les graineries finalement peuvent être les scripts modulaires, eh bien on a des scripts chapeaux qui elles peuvent représenter la tranche du sashimi. C'est un framework que vous pouvez utiliser pour organiser le code de test, pour le rendre plus réutilisable. Notamment, on l'a vu, hein, si vous avez plusieurs modules, comme c'est toujours le cas en général, hein, bon, il faut avoir une architecture modulaire, bien sûr, mais à partir du moment où vous avez plusieurs modules, vous pouvez réutiliser ce que vous avez fait à l'échelle transverse de plusieurs modules. Par contre, c'est un framework qui est uniquement adapté à une architecture modulaire, où chaque module fonctionnel peut être testé en isolation. Donc voilà, il y a quand même des contraintes techniques, des limitations. Et c'est un framework que vous pouvez implémenter avec n'importe quelle API. Alors, une petite suggestion, en fait, on s'aperçoit, d'après tout ce que j'ai dit, avec ces deux premiers frameworks, que pour implémenter un framework de test modulaire, on peut y aller en écrivant les scripts from scratch. On peut aussi partir d'un framework de test par script linéaire et ensuite faire évoluer le code de test pour converger vers un framework de test modulaire pour, voilà, en remaniant le code de test. Troisième framework, celui des bibliothèques de fonctions de test. En anglais, le Function Library Based Testing Framework. Je vous donne les noms en anglais parce que dans la littérature, ça peut être intéressant d'avoir l'un et l'autre. Après, les noms sont un peu barbares en anglais, donc je trouve que ça rajoute un petit peu de compréhensibilité aux propos, le fait de les traduire en français. J'ai moi-même un peu cogité avant d'y arriver. Donc, celui-ci, en fait, ce troisième framework, c'est le plus structuré parmi ceux qu'on a déjà vus. Donc, vous reconnaissez le schéma de tout à l'heure. La différence, en fait, c'est que les scripts qui sont implémentés, surtout les scripts modulaires, vont en fait utiliser, ne vont pas contenir eux-mêmes leurs propres instructions de test. En fait, ils vont déléguer les interactions de test à des bibliothèques. Et ces bibliothèques, en fait, exposent des fonctions par une API qui rendent ces bibliothèques fortement réutilisables. Et ces bibliothèques, en fait, elles permettent d'avoir une réflexion à l'échelle plus globale, en fait, de tous les modules, une meilleure factorisation, une meilleure réutilisabilité et donc une meilleure maintenabilité, des choses que j'exposais déjà tout à l'heure dans la notion de framework. Alors, une différence aussi ici, c'est que comme il s'agit de bibliothèques de fonctions, ces bibliothèques ne possèdent pas les données. Donc, on a bien une séparation des données et des fonctions de test dans les bibliothèques sous forme de paramètres, les scripts donnant les données sous forme de paramètres aux bibliothèques qu'ils peuvent utiliser. On a aussi une séparation du code par module, code de test par module, et puis les données sont fusionnées au script. Il n'y a pas de scénario explicite. Donc là, ici,
La couche d'abstraction, c'est ces fameuses bibliothèques, hein. Il peut y en avoir une, il peut y en avoir plusieurs. Tout dépend en fait de qui les écrit, qui les maintient. Ce framework de bibliothèque de fonctions de test, vous pouvez l'utiliser pour rendre bien sûr le code de test encore plus réutilisable qu'en le deuxième framework. Et puis vous pouvez l'implémenter avec n'importe quelle API de test. Et en fait, c'est un framework que vous pouvez construire par-dessus un framework de test modulaire. Et d'ailleurs, il paraît un petit peu compliqué même de partir from scratch. On voit bien en fait que la création des bibliothèques découle de l'implémentation des scripts. Donc, on peut très bien imaginer en fait qu'on a automatisé les tests sous forme de scripts qui sont modulaires. Et puis, par la suite, on va extraire les instructions de test dans des sous-ensembles cohérents qui sont des fonctions de test. Et ces fonctions de test seront déplacées dans des bibliothèques. Quatrième framework, celui piloté par les données. En anglais, le Data Driven Testing Framework. Je le présente ce framework comme étant le moins formel parmi les frameworks formalistes. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, comment on s'y prend en fait pour implémenter un tel framework? Eh bien, il s'agit d'abord de remplir un tableau de données. Dans ce tableau de données, une ligne correspond à un jeu de données pour une seule exécution. Le nombre d'exécutions d'un même test dépend du nombre de lignes dans le tableau. Dans les colonnes de gauche, vous avez les données d'entrée, elles servent à la préparation du contexte et à l'exécution des actions. Et dans les colonnes de droite, vous allez trouver les données de sortie qui servent, elles, à vérifier les résultats obtenus. Les données sont entreposées dans un fichier, dans un wiki ou dans une base de données. Et puis ensuite, nous allons développer le code de test dans un composant. Et en fait, ce composant, en général, ce sera une classe. Et cette classe va recevoir les données d'entrée, les données de sortie. C'est elle qui va exécuter le test. Et pour exécuter le cas de test à proprement parler, en fait, une méthode de ce composant est spécialement dédiée. Une méthode, on peut dire, principale. Ici, je l'ai appelée execute. Donc, les données en fait, du tableau, une à une, elles sont internalisées dans le composant grâce aux méthodes modificatrices, hein, tous les setters, et puis la méthode execute permet d'exécuter le cas de test. Alors ici, vous voyez que le scénario n'est pas explicite, mais ceci dit, il est possible malgré tout de commenter ce tableau et d'y mettre l'expression du cas de test, sa définition. Bien sûr, cela a ses limites, hein, parce qu'un commentaire, ça n'est pas exécutable. Et donc, on peut très bien créer une documentation qui ment, aujourd'hui, le jour où on automatise un cas de test, ou plus tard parce qu'on ne l'a pas mis à jour. Donc, il y a un danger quand même derrière ça, c'est pas anodin, il faut être rigoureux. Alors, avec ce framework, les données et le code sont vraiment séparés, c'est même pas les mêmes supports, c'est même pas les mêmes fichiers, donc voire c'est même pas les mêmes outils logiciels, si on prend une base de données ou si c'est un wiki. Et pour moi, le scénario n'est pas explicite par défaut, comme je l'ai expliqué. C'est un framework qu'on peut utiliser quand un scénario doit être réexécuté pour différents jeux de données, sachant qu'un jeu de données, en l'occurrence, définit un cas de test particulier. Et puis, c'est un framework que vous pouvez implémenter avec Finicity, avec Qtp, avec RoboFramework, ou encore avec n'importe quelle API de test. Donc là, vous allez plus vers une solution très customisée, très maison. Et avec votre API de test, ce que vous allez faire en plus, c'est utiliser une bibliothèque qui va lire des fichiers Excel. Donc pour ça, il y a des bibliothèques très connues comme Apache POI ou encore JXL API. Mais bon, c'est que quelques exemples parmi tant d'autres.
Ce framework de test piloté par les données, vous pouvez l'automatiser from scratch, hein, c'est vraiment prévu pour, d'après les technologies qu'on a pu voir, si on les connaît un petit peu, on voit bien que c'est pas compliqué. Il est très accessible ce framework d'ailleurs, peu de composants, un unique composant pour un unique tableau, vous voyez, donc dans une approche très très simple de l'automatisation. Ceci dit, pour chaque composant dédié à un tableau, il n'est pas interdit d'aller utiliser une bibliothèque de fonctions de test. Et donc là, on fait le lien avec le framework précédent. Cinquième framework, le framework de test piloté par mode action. Pour moi, c'est vraiment le framework le plus avancé. Le plus avancé, le plus polyvalent. Et en anglais, on l'appelle le Keyword Driven Testing Framework. Alors, comment on procède pour ce framework? Alors, là, j'ai représenté les choses sous forme de tableau, mais dites-vous en fait que c'est aussi lisible que du code source. En fait, la vue tabulaire n'est qu'une représentation. Là, j'ai privilégié cette représentation dans le cadre de cette présentation pour simplifier les choses, pour clarifier le découpage entre mode action et argument. Mais ça n'est qu'une représentation. Au final, le code source, c'est comme si vous écriviez dans un fichier texte. Donc, comment on procède? En fait, il s'agit de définir le cas de test étape par étape. Vous procédez ainsi à une décomposition chronologique en largeur, horizontalement, si vous préférez. Et puis ensuite, vous allez décomposer et implémenter chaque étape du cas de test, une étape après l'autre. Et pour ce faire, vous allez implémenter des mots d'action personnalisés ou utiliser des mots d'action prédéfinis. Petite précision, une étape est bien évidemment un mot d'action elle-même, simplement que c'est un mot d'action qui est utilisé à l'échelle d'un cas de test. C'est la seule distinction. Et en fait, par ces appels, ces implémentations en profondeur des mots d'action, vous procédez à une décomposition logique de votre cas de test. Et cette décomposition logique, elle permet de casser la complexité d'automatisation. Et donc, vous construisez ainsi votre couche d'abstraction. Alors, pour le Keyword Driven Testing, je voulais vraiment insister sur un aspect que vous avez dû pressentir avec la présentation précédente dédiée à Robo Framework. Le Keyword Driven Testing est vraiment un framework méthodologique extrêmement puissant. Pourquoi? Eh bien, parce que l'automatisation des tests va bénéficier de toute la puissance de l'automatisation des processus robotisés qu'on appelle RPA. En effet, ce qui distingue en fait les tests automatisés et le RPA, qui sont quand même deux domaines distincts, eh bien, c'est le simple fait qu'on a des assertions. Typiquement, vous avez une bibliothèque de RPA qui permet d'automatiser tout et n'importe quoi. Vous interagissez en SSH, sur le système de fichiers, une base de données, une IHM web, une IHM graphique, un client lourd, avec votre système d'exploitation. Enfin, vous pouvez interagir avec tout et n'importe quoi, avec des équipements, des machines. Il suffit de développer une bibliothèque et ça y est, vous avez votre bibliothèque de RPA. Bah, dites-vous que pour avoir une bibliothèque de test, si vous avez déjà une bibliothèque de RPA, par chance, et comme il en existe des centaines, vous devriez être un chanceux, eh bien, il vous suffit de rajouter des assertions et ça y est, vous avez votre bibliothèque de test. Donc, c'est dire à quel point vous pouvez aller loin grâce au principe des mots d'action et à sa polyvalence. Alors ici, avec ce framework, nous avons le scénario et le code bien séparés. Le scénario est vraiment explicite, hein, puisqu'il est exprimé de façon littérale. Il y a une séparation des données et des mots d'action grâce aux paramètres dans les tests. Il y a une séparation des mots d'action et des fonctions de test grâce à des bibliothèques. Donc les couches d'abstraction ici, elles sont plurielles. Et on se donne vraiment un maximum de chances pour la réutilisation et la maintenance des tests. Ce framework, qui est vraiment majeur, vous pouvez l'utiliser pour favoriser la collaboration entre les acteurs qui contribuent à un produit.
Vous pouvez l'utiliser pour que les tests deviennent une spécification exécutable du produit et adopter des démarches de haut vol comme ATDD, BDD. Et vous pouvez l'utiliser quand l'automatisation repose sur des technologies multiples et hétérogènes. Ça, c'est un aspect qui a été développé tout à l'heure au cours de la soirée. Vous pouvez implémenter ce framework avec Robo Framework, avec Ranorex, avec Test Complete. Il existe aussi un framework qui s'appelle le RPA Framework. Comme son nom l'indique, il est dédié au RPA. En fait, il s'appuie sur Robo Framework. Mais si RPA Framework propose des bibliothèques de RPA que Robo Framework ne propose pas, eh bien, il vous appartient de rajouter des petites assertions. Une assertion, c'est extrêmement facile. Vous faites un should be equal, un should be empty, un should be contain. Voilà, vous avez des tas d'assertions disponibles de base dans Robo Framework. Vous n'avez qu'à les utiliser sur les données qui sont renvoyées par votre bibliothèque de RPA et le tour est joué. Sixième framework, le framework de test fondé sur des composants, ou en anglais, le Component Based Testing Framework. C'est le plus avancé en programmation orientée objet. Ici, vous avez... alors, c'est un framework qui va mettre en avant un modèle de programmation appliqué au test qui lui est propre. Et ce modèle de programmation va permettre de séparer les données et les fonctions de test sous forme de paramètres dans les tests, de séparer les responsabilités dans le code par des composants de test. Par contre, avec ce framework de base, le scénario n'est pas explicite. Vous avez deux façons d'implémenter le framework fondé sur les composants. Vous avez le POM, Page Object Model, et Screenplay. Donc avec le POM, un script de test va être implémenté grâce à des classes qui modélisent en fait des écrans de votre produit, de votre IHM. Et dans chaque pomme, vous allez trouver en fait des attributs qui sont en fait les éléments qui constituent votre IHM avec lesquels vous souhaitez interagir, soit pour différents types d'interactions. Et vous avez les méthodes qui, elles, vous fournissent des interactions prêtes à l'emploi. Typiquement, interroger donc, le système pour connaître son état, enfin, interagir avec le système pour connaître son état, ou bien interagir avec lui pour modifier cet état. Donc, typiquement, avancer d'une étape à une autre dans le déroulement du test automatisé. Ensuite, vous avez Screenplay, où la modélisation en composant est beaucoup plus fine. Donc, vous retrouvez la notion d'élément, vous retrouvez la notion d'écran ou de page. Par contre, après, on a des types de composants supplémentaires. Donc, typiquement, en fait, on a un écran qui est décomposé en éléments. Ces éléments, on interagit avec pour réaliser des actions, ou on interagit avec pour interroger le sujet de test via des questions qui vont permettre de connaître son état. Et finalement, ces questions ou ces actions vont être orchestrées par un acteur. Donc, un acteur, vous voyez que ça peut rappeler, et à juste titre, la notion de personné qu'on retrouve souvent dans une démarche orientée produit en agilité. Donc, ce framework fondé sur des composants, vous pouvez l'utiliser si les compétences en programmation orientée objet sont réunies, pour adopter une démarche d'automatisation centrée sur le produit avec le POM ou centrée sur l'utilisateur avec Screenplay. Ça, c'est vraiment une distinction importante qu'on n'a pas forcément en tête, mais qui pèse. Et vous pouvez l'implémenter avec n'importe quelle API de test. Ceci dit, il existe un framework technique qui s'appelle Serenity et qui facilite l'implémentation de Screenplay. Septième framework,
Il s'agit du framework le plus prescriptif en automatisation littérale. Il s'agit du framework de test piloté par les comportements, ou encore le Behavior Driven Development Framework. Donc là, je ne parle pas de BDD. BDD est une méthode d'heuristique des besoins, de compréhension, de collaboration, qui va jusqu'à l'automatisation. Mais là, je vous parle d'un framework d'automatisation de test en rapport avec BDD. Et forcément, ce framework porte le nom de la méthode. Mais bon, ce n'est pas la même chose. On pourrait l'appeler, en fait, ce framework, je trouve que ce serait plus exact, le framework de test fondé sur Gherkin. Alors, Gherkin, en fait, ce n'est pas juste given, when, then. Gherkin, c'est vrai que souvent, on en parle sous la forme de ce triplet, mais en vérité, vous le voyez au travers des rectangles verts. Vous avez la notion de feature, de scénario ou d'exemple, eux-mêmes réunis dans des règles. Et puis, les scénarios, ensuite, sont divisés en given, when, then, avec des synonymes and ou but. Vous pouvez aussi écrire des listes à puces au niveau de vos given, when ou then, si c'est plus élégant dans le style rédactionnel. Vous pouvez faire aussi des patrons de scénarios avec scénario outline ou son synonyme, scénario template. Et puis, vous pouvez factoriser les given avec background à l'échelle d'un scénario ou à l'échelle d'une règle, ou à l'échelle de plusieurs scénarios ou à l'échelle d'une règle unique. Donc, ce framework BDD, en fait, il permet d'obtenir un scénario et un code bien distincts. Le scénario, lui, est explicite. Et puis, on a une bonne séparation des données et des étapes de test sous forme de paramètres dans les tests. Petit bonus, on peut séparer aussi les données et le scénario. Toujours dans les tests, les données sont modélisées sous la forme d'exemples dans un tableau et le scénario deviendra un patron de scénario. Ce framework, vous pouvez l'utiliser pour favoriser la collaboration entre les acteurs. Avec BDD, du coup, on va facilement parler des trois amigos. Et vous pouvez l'utiliser pour que les tests deviennent une spécification exécutable du produit. Il existe de très nombreux frameworks techniques qui permettent d'implémenter une solution fondée sur le framework de test piloté par les comportements. Donc, je peux citer Cucumber, Specflow, ces différents portages dans d'autres langages. JBehav, Robot Framework permet de faire du Gherkin. Il y a Cypress et Concept. Alors, vous pouvez voir Gherkin comme une norme, finalement. La norme n'est pas forcément implémentée à 100% par toutes ces technologies. 8e framework, le framework de test fondé sur des modèles, ou le Model-Based Testing Framework en anglais. C'est le framework vraiment le plus visuel en conception de test. Il n'a aucun équivalent à ma connaissance. Avec ce framework, vous séparez le scénario et le code. Vous avez un scénario qui est explicite et en fait, vous agissez entre la conception sous forme de logigramme et la définition des cas de test. Puisqu'en fait, un logigramme, en fait, c'est un organigramme avec des blocs d'instructions, des conditions, comme montré dans le petit exemple en bas à droite. Et en fait, ce logigramme, il va pouvoir générer plusieurs définitions de cas de test en fonction de la manière de parcourir le logigramme. Ce framework, vous pouvez l'utiliser à votre avantage pour favoriser la collaboration entre les acteurs contribuant à un produit, pour faciliter la définition des cas de test. Plusieurs cas de test appartiennent à un seul logigramme, pour adopter ATDD, BDD. On va même parler d'ATDD visuel grâce à ces logigrammes. Vous pouvez implémenter ce framework avec Jest, avec Matelot. 9e et dernier framework, le framework hybride, c'est le framework le plus complet. Et là, il vous appartient en fait de mixer. Vous avez à votre disposition déjà 8 grands frameworks. Donc, en les combinant savamment, eh bien, vous pouvez tirer parti de tous les
de toutes les forces finalement des frameworks sur lesquels vous allez vous appuyer et que vous allez combiner. Si vous êtes un fin gourmet des tests, eh bien vous allez pouvoir vous régaler à coups de bouchées gourmandes. Mais ceci dit, quitte à combiner des frameworks, bien autant combiner ce qui se fait de mieux en partant des frameworks les plus évolués. Vous pouvez implémenter ce framework en combinant des technologies qui sont compatibles entre elles, je veux dire, telles que Cucumber.js et Protractor, par exemple, ou encore en combinant des fonctionnalités complémentaires de certaines technologies qui, elles, sont polyvalentes. Donc, typiquement, en fait, RoboFramework est un excellent exemple de ça, puisque RoboFramework permet de faire du keyword-driven testing en introduisant du data-driven style et du behavior-driven style. C'est la façon dont RoboFramework appelle ces fonctionnalités dédiées au data-driven testing et à Gherkin. Et finalement, pour conclure sur ces 9 frameworks, choisir un framework parmi tous ceux qui peuvent exister, on peut le résumer finalement à une histoire d'opportunité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, selon le framework que vous allez choisir, vous allez faire un choix de séparation entre les éléments structurants des tests. Ces éléments peuvent être les données, les scénarios, le code de test, les composants de test, en choisissant une, voire des couches d'abstraction. Et ces séparations, bien, elles amènent de nouvelles opportunités. Prendre en compte des contraintes et des enjeux de l'entreprise, arriver à une meilleure ingénierie des tests dans les équipes, faire émerger un consensus autour des bonnes pratiques de test. Souvenez-vous, un framework, c'est un cadre méthodologique. Plus de collaboration entre des métiers variés, marketing, test, développement, opération. Donc vous incluez tous les métiers de l'organisation. Vous pouvez faire le choix de favoriser une compréhension partagée du besoin. Vous pouvez aussi vous appuyer sur un framework d'automatisation de test pour guider la conception et le développement. Et puis finalement, vous pouvez vous en servir pour promouvoir une qualité logicielle intrinsèque de vos produits. Alors, ce qui a été à l'origine finalement de cette présentation ici ce soir, eh bien, c'est un livre que je vous propose d'obtenir dès ce soir ou dans les jours qui suivent. Mais si c'est ce soir, c'est encore mieux, comme ça vous n'oublierez pas. C'est un livre blanc, c'est un livre gratuit que je propose via ma société Chrysocode et qui a été réalisé en partenariat avec All4Test. Donc, nous co-écrivons ce livre et c'est un livre qui n'est pas figé puisqu'il est itératif et incrémental et il évolue tous les 1 ou 2 mois. Nous sortons une nouvelle version. C'est un livre qui va vous parler des frameworks d'automatisation de tests, des bonnes pratiques. Ce qu'il a vraiment de particulier, c'est qu'il va vous fournir des bonnes définitions pour comprendre vraiment ce qu'est un framework. Donc, vous allez pouvoir revenir sur ce que je vous ai dit ce soir. Vous allez pouvoir visiter un petit peu plus en profondeur ces différents aspects grâce à des bonnes pratiques. Et enfin et surtout, vous allez visiter les concepts quand ils sont à l'œuvre dans une implémentation réelle de tests automatisés, avec des technologies, des frameworks techniques d'automatisation de tests. Donc, vous avez un QR code qui vous emmène sur le lien. Pour télécharger ce livre, vous allez sur chrysocode.io, contact, vous me laissez vos coordonnées, je vous réponds en vous envoyant le livre. Je vous ai aussi parlé donc des frameworks d'automatisation de test parce que c'est un domaine qui m'est très cher, qui permet d'arriver à une meilleure maîtrise de la production logicielle. Moi, j'interviens en ingénierie du test, en ingénierie logicielle agile et en software craftsmanship et en ingénierie des exigences. Je propose des prestations d'expertise conseil, d'accompagnement, de réalisation et de formation. Et si vous voulez en savoir plus sur notre proposition de valeur, eh bien, vous pouvez lire notre pitch deck qui est très visuel. Est-ce que vous avez des questions sur la présentation? Merci Xavier, c'est
Très belle présentation qui nous reste très, très peu de temps, mais enfin, on va essayer si, Jean-Pierre, le permet, on va prendre quelques minutes pour les questions. Donc, effectivement, il y a des questions, donc, Xavier, je te laisse, répondre. Tu peux y accéder, comme, nous-mêmes. Notamment, il y a 2 questions de Christophe. Tu veux que je te les lise ou, tu préfères les lire toi-même? Ou peut-être je peux les lire, hein. Donc, Oui, s'il te plaît, ça donc, m'arrange. la première question de Christophe: «Tes infographies sont toujours à tomber?» Donc ça, je pense que c'est pas vraiment une question, mais plutôt, une affirmation. Et sont-elles disponibles sur, chriscode.io? Alors, mes infographies ou mes schémas, vous pouvez les retrouver sur gearsoftesting.org, puisque je suis l'auteur d'un framework méthodologique dédié à la qualité logicielle holistique qui s'appelle GHOST pour Gears of Software Testing. Donc, sur gearsoftesting.org, vous aurez énormément d'infographies. Vous allez trouver d'autres infographies supplémentaires donc, sur chrysocode.io. Et puis, si jamais vous aimeriez réutiliser une de mes infographies, sachez qu'elles sont sous licence Creative Commons pour faciliter leur réutilisation et leur partage. Si jamais vous voulez une infographie qui est toute nouvelle et que vous avez vu apparaître ce soir, eh bien, ce n'est pas un problème, vous contactez et je vous enverrai l'infographie, il n'y a vraiment aucun problème, ça sera avec un grand plaisir que nous pourrons échanger à ce sujet. D'accord, si tu peux le mettre à la limite en répondant à la question après, pendant la présentation de Jean-Pierre, comme ça les gens Oui, pourront je y donnerai des accéder. liens. D'accord. Et donc aussi une autre question de Christophe, c'est: as-tu fait un tableau récapitulatif des outils et des types de frameworks qu'ils permettent? Je pense. Oui, oui, vous avez ça dans mon livre blanc, justement. Donc, raison de plus pour D'accord. le télécharger. D'accord, OK. Voilà donc, Mm. la réponse est dans le Après, livre. comme c'est un livre qui est itératif et incrémental, nous n'avons pas couvert dans ce livre blanc tous les frameworks que j'ai exposés ce soir. Ça viendra petit à petit, mais vous avez un tableau récapitulatif sur les frameworks euh, qui ont été traités dans le livre.